Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et si je me suis bien débrouillée, normalement cette vidéo va sortir pile poil le jour de Noël. Donc je vous souhaite un excellent Noël à tous si jamais vous le fêtez. J'espère que vous avez eu plein de cadeaux et tous ceux que vous souhaitiez. Et moi, comme cadeau, je vous offre ce merveilleux bilan graphique. Je vous en avais parlé il y a peut-être un petit moment maintenant, si déjà. Voici donc tous les mangas, tous les comics, BD et autres graphiques que je vous avais mis de côté pour vous faire ce petit bilan. Alors on commence avec Firefly. C'est le deuxième tome d'une saga qui en compte 4. Je vous avais présenté le premier pour le Pumpkin si je ne me trompe pas, parce que l'ambiance est assez sombre. On est sur une famille qui va dans un petit village perdu au milieu de la montagne pour des obsèques. Et au final, ils se retrouvent dans un village où les portes des enfers ont été ouvertes. Donc l'ambiance est assez glauque, assez sombre, assez moite, avec ces personnages qui sont perdus au milieu des montagnes, sans personne pour les aider, et dès qu'ils mettent un pied en dehors de la maison, il y a toutes sortes de créatures pour les dévorer. Moi j'aime bien. Le design, ça va, c'est pas mal non plus, mais je préfère vraiment le côté de l'histoire qui est sombre avec cette ambiance pesante. Pour illustrer mes propos, je vais vous montrer quelques planches qui montrent vraiment cette ambiance à la fois lourde et à la fois incompréhensible pour ces personnages comme pour le lecteur. C'est assez sombre, comme je vous disais, assez sanglant, mais moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que je le trouve vraiment parfait pour la période du pumpkin. Alors ensuite, on va continuer avec un manga que je lorgnais déjà depuis un bon bout de temps parce qu'il m'avait l'air très sympathique et intriguant. Il s'agit de Valkyrie Apocalypse. Alors là, on est dans du seinen pur et dur avec de la baston à gogo. Donc à pas mettre spécialement entre toutes les mains parce qu'il est certes très violent, mais j'adore. On est dans un monde où les dieux en ont ras-le-bol des humains, ras-le-bol de ceux qui font de la terre, qui sont en train de détruire. Donc ils ont décidé d'éliminer carrément la race humaine de la Terre pour reprendre le pouvoir. Sauf qu'il y a des dieux pour et il y a des dieux contre. Donc pour décider du sort de l'humanité, vu qu'ils ne sont pas tous pour et pas tous contre, les Valkyries ont décidé d'organiser la survie de l'humanité autour de plusieurs combats, plusieurs duels un contre un humain contre un dieu. Et j'adore ce concept. Et là, le premier duel qu'il y a dans ce tome-ci, c'est Lupu contre Thor. Le combat déjà dantesque, fabuleux, avec donc un design très masculin, très particulier, qui met vraiment en avant la musculature des personnages pour montrer à quel point ils sont costauds et qu'ils vont se péter la tronche de manière sévère. Les personnages sont assez bizarres pour certains, notamment le vieux truc famélique, là, entre guillemets, c'est Zeus. Donc c'est vrai qu'il y a certains personnages, on n'est pas tout à fait habitué à voir ce style de tête, mais c'est pas mal passé la première impression d'étonnement. On se focalise vraiment plus sur les combats, et moi j'ai trouvé ça super chouette. On continue dans des combats sanglants, parce qu'on va être sur le deuxième tome de Berserker de Keanu Reeves, que j'adore. Alors là c'est un comics cette fois-ci, fait par et avec Keanu Reeves, et je suis fan. Comme d'habitude, à la fin de ce style de comics, on a plusieurs planches qui sont incroyables, qui peuvent servir un petit peu de couverture annexe, de storyboard, d'études, de projets. Moi j'aime beaucoup. C'est archi violent, mais très graphique, mais j'adore. Et on est toujours sur ce fameux berserker qui ne peut pas mourir et qui ne sait pas pourquoi, et qui aimerait bien mourir, tout comme il aimerait bien en savoir un petit peu plus sur lui, et sur ces organisations qui gravitent un petit peu autour de lui parce qu'ils aimeraient évidemment connaître son secret de la vie éternelle et de sa force surhumaine. C'est toujours de la baston à gogo, c'est toujours aussi sombre, mais j'aime toujours autant. Alors là maintenant on va changer radicalement de concept parce qu'on va partir dans l'espace avec Phobos de Victor Dixon. À défaut d'avoir pu le lire en version roman, là je vais pouvoir le découvrir avec ces 2 premiers tomes en version BD. Et je dois dire que je suis archi fan du design. C'est somptueux. La mise en page, la colorisation, le style graphique, tout est vraiment magnifique, bien orchestré. J'ai trouvé ça super chouette. Et après au niveau de l'histoire, on va être sur 6 candidats masculins, 6 candidats féminins qui vont être envoyés dans l'espace pour faire
un espèce de jeu de speed dating où ils sont censés donc justement trouver des affinités les uns avec les autres autour de plusieurs rendez-vous, et après ça doit matcher entre eux, et ils sont après censés, entre guillemets, repeupler un peu la Terre, on va dire. Et à côté de ça, il y a quand même une machination autour de ce jeu un petit peu de télé-réalité. Il y a des sombres secrets derrière que je peux pas spécialement vous dévoiler sans tout vous gâcher, mais je vous laisse en tout cas admirer la qualité des mises en page, la qualité des dessins et cette colorisation mais foisonnante, rougeoyante, c'est magnifique. Je suis vraiment fan. Alors apparemment à partir du tome 3, il va y avoir des changements notamment au niveau des dessinateurs et ça passe ou ça casse. Donc j'attends de voir, j'espère pouvoir les trouver à ma médiathèque parce qu'en tout cas, si le côté romance ne me correspond pas trop, le côté un petit peu sombre, entre guillemets, complot qu'il y a derrière, ça en revanche, ça m'intrigue beaucoup plus. Alors maintenant, on va retourner dans du sombre avec Sandman, The Dreaming, le premier tome d'une duologie, si je ne me trompe pas, avec le petit macaron très moche marqué série Netflix, parce que c'est de Neil Gaiman, entre autres, et je crois bien que oui, The Sandman a été adapté en série sur Netflix, que je n'ai absolument pas vu pour le moment. Moi, je voulais découvrir au niveau du comics. Je crois qu'il y a aussi le livre qui est disponible sur Audible. J'ai cru le voir passer. Mais en attendant, focalisons-nous donc sur ce comics, avec des designs très fournis, très chargés, très masculins là aussi, parce qu'on est dans un bon gros comics qui est sur du sombre, sur du très psychédélique aussi, mais l'univers de Neil Gaiman est vraiment foisonnant, avec des décors un petit peu parfois à la Tim Burton. C'est très particulier, mais en même temps très sympa. Et toujours à la fin, il y a ces planches magnifiques, ces croquis. Et j'avoue que je suis curieuse maintenant de voir ce que ça peut donner, et en roman, et en série Netflix. On rechange radicalement de sujet. Je fais des trucs un peu hétéroclites, je lis vraiment de tout, parce que là maintenant on va passer de nouveau à un manga avec ma petite série chouchou du moment, Les Carnets de l'apothicaire. Là on est sur le tome 13, donc j'ai déjà bien avancé dans la saga, je crois même que je suis à jour, ce qui est assez rare pour le souligner, et j'aime toujours autant. C'est trop mignon, c'est toujours aussi passionnant au niveau de ces intrigues de cours, et il y a des pages que je suis obligée de passer un peu vite dans ce tome-ci malheureusement parce qu'ils font une enquête au niveau des bains des femmes. Et je ne pense pas que YouTube soit d'accord que je monte certaines planches, donc je vais passer assez vite sur certaines, mais il y en a d'autres toujours aussi jolies, toujours avec une très belle mise en scène, et toujours avec des mini-histoires mais qui sont imbriquées dans une qui est plus longue, avec justement toujours ces complots, toujours ces intrigues de cours. Moi je suis curieuse de voir la suite. On passe de nouveau à une BD avec Le Paris des Merveilles de Pével et Willem, qui est une adaptation du roman Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Pareil, je n'ai pas pu lire le roman, donc pourquoi pas le découvrir avec la BD. Et alors là, c'est pareil, le graphisme, waouh, les détails, c'est très joli. Et là, avec ces intrigues au niveau d'un Paris qui recèle des créatures féeriques et fantastiques, magiques même, et des enquêtes qui lire derrière, je suis curieuse de lire la suite, parce que le premier tome est quand même assez introductif et on n'en connaît pas beaucoup à la fin de celui-ci, donc à voir avec la suite. On en arrive maintenant au tome 3 de Stray Dog. Alors comme c'est un tome 3, je vais vous montrer quand même à quoi ressemble le design, mais je vais passer un peu plus vite pour pas vous spoiler non plus certaines scènes qui sont assez cruciales au niveau de ce tome-ci. Tome qui est assez conséquent mine de rien, je vais vous montrer par rapport à un tome par exemple des Carnets de l'apothicaire qui est on va dire un manga de taille classique. Stray Dog, c'est un bon gros bébé. Mais justement, ça nous permet d'avoir de la matière à lire et à découvrir, parce qu'on n'est pas tout à fait dans du loup-garou, pas tout à fait dans du démon, on est dans un mix des deux. Je trouve que le design est absolument merveilleux, là, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est très sombre, c'est très sympa, même si à certains moments, j'ai l'impression qu'on adoucit, entre guillemets, le trait, notamment du héros, pour le rendre un peu plus humain, un peu plus empathique envers cette personne qui a un démon qui en a marre, entre guillemets, qui est lassé d'être quelqu'un qui tue des gens. Et donc on l'humanise un peu plus. Et quelque chose me dit que c'est en train de tourner un petit peu trop romantique et que ça va commencer à m'agacer. Alors que c'était bourrin, c'était intéressant. Et à voir, il reste assez peu de tomes, je verrai ce que ça va donner par la suite.
Ah oui, lui aussi, ça faisait longtemps que je voulais découvrir ce manga. Tsugai, Demon of the Shadow Realm, de Hiromu Arakawa, l'autrice de Full Metal Alchemist. Une série que j'ai adorée, tant en manga papier qu'en manga animé. Et même si je suis habituée justement au design de Full Metal, et que je revois un petit peu les têtes de Edward et Alphonse, l'histoire, elle, n'a rien à voir. Et on va être sur des jumeaux. Sa jumelle a des pouvoirs et elle a été mise à part pour pouvoir effectuer un rituel. Sauf qu'il va y avoir des ennemis qui vont arriver, qui vont lui dire que finalement c'est pas du tout sa sœur qui est enfermée. Sa sœur, elle est en train de se battre là-bas et qu'on lui a menti toute sa vie qu'il y aurait des démons et qu'il aurait la capacité de pouvoir les voir. Et j'aime énormément le trait qu'il y a et le punch qu'il y a dans cette histoire, donc vivement le tome 2. Alors ce manga-ci, je ne le connaissais absolument pas. Je suis tombée au pif dessus à ma médiathèque. Et au vu de la couverture du titre Remède impérial, l'étrange médecin de la cour, ça m'a fortement fait penser à notre ami le carnet de l'apothicaire. Parce que là c'est pareil, on est en Chine si je ne me trompe pas, on est avec des hauts dignitaires de la cour impériale et avec entre guillemets des prolétaires mais qui ont un don au niveau de la médecine et les deux mondes vont venir se rencontrer pour le meilleur comme pour le pire. Avec des intrigues de cour là aussi, avec des personnages hauts en couleur, un petit peu farfelus. L'héroïne ressemble un peu à Mao Mao sur certaines de ses réactions, point de vue qu'elle est complètement folle sur certains trucs qui sont entre guillemets bizarres en temps normal. Le haut dignitaire est hautain et un petit peu imbu de sa personne est très beau, comme un petit peu pareil dans le carnet de l'apothicaire. Donc je suis curieuse de voir ce que ça donne, parce que ce premier tome est assez introductif et intriguant à la fois, mais avec un design absolument magnifique. On en arrive au tome 2 et 3 d'une de mes séries de BD chouchou que j'ai découvert cette année et que j'ai fondu devant, tellement c'est beau et mignon. Le Dragonté. Là c'est le tome 2, le Festival du Dragonté, et le tome 3 se nomme La Tapisserie du Dragonté. Et regardez-moi cette couverture absolument mignonne, magnifique, colorée. J'adore. Je suis archi fan de ces petites boules qui sont beaucoup trop mignonnes et qui représentent à chaque fois un thé particulier, camomille ou rooibos. Et ce sont des petits dragons qui ont des fleurs, des feuilles et autres qui poussent sur leur dos et qui permettent de faire des infusions délicieuses. Et là, dans celui-ci, on va rencontrer un vrai dragon, entre guillemets, qui n'est pas un dragonté. On va rencontrer des personnages adorables, haut en couleur, qui font toujours passer des messages qui sont importants et très intéressants, avec une très belle colorisation et mise en avant par Kay O'Neill. C'est super chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé la douceur qui se dégage de ces 3 tomes. C'était une très très belle aventure et à chaque fois, j'en prends plein les yeux au niveau du dessin, au niveau des couleurs, au niveau de la mise en page là également. Et au niveau donc de tous ces messages qui sont doux, qui sont véhiculés avec bienveillance, avec empathie, avec douceur, avec des personnages qui ont un trait vraiment très doux et qui sont là pour expliquer, en vulgarisant presque, certains états d'âme, certains esprits, certaines parties de vie pour que le public soit touché. Et en tout cas, moi, ça a matché avec moi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série et je suis ravie d'avoir pu la découvrir cette année. Et voilà, regardez cette pile gigantissime de graphismes qui ne rentre même pas dans le cadre finalement. Et vous devez vous dire, mais le décor vient de changer, il n'y a pas tous les livres. Oui, c'est vrai. Et voici donc la partie 2 avec donc le décor qui a changé, vu que c'était pas prévu à la base que je fasse une seconde partie, mais qu'importe. L'appel du graphique et de la médiathèque n'attendent pas. Alors voici les 3 premiers tomes d'une série en 5 tomes, si je ne me trompe pas, qui se nomme Birdcage Castle. Et j'étais ravie de pouvoir les découvrir parce que je crois bien que c'est Kimi de la chaîne Kimi Collection qui en avait parlé. Finalement, oui, ça ressemble à un Battle Royale, mais mixé un petit peu avec une ambiance un peu glauque, un peu sombre, un petit peu à la Judge. Je sais pas si vous connaissez ce manga. En tout cas, il est super bien. Et je les ai vus à ma médiathèque, donc j'essaierai de vous les récupérer pour vous les montrer. Mais est-ce qu'on est là pour parler de Judge ? Non. Birdcage Castle.
Regardez le graphisme si jamais il peut vous intéresser. Je vous montre que le tome 1, comme ça vous n'avez pas de spoil au niveau des deux autres si jamais il vous intéresse. Mais en tout cas, le graphisme est très sympa. Le premier tome est assez intéressant et introductif à la fois, donc je suis contente d'avoir pu récupérer les deux autres en même temps. Je pense que sinon j'aurais été assez frustrée. Mais d'après ce qu'elle avait dit Kimi, c'est assez compliqué d'avoir tous les tomes, donc j'espère vraiment que ma médiathèque les a tous, sinon je pense que je vais être terriblement frustrée. En attendant, c'était très intéressant, et je suis curieuse de voir ce que ça va donner ensuite. Ensuite, on passe à une BD qui s'appelle Brindille. C'est une duologie, et là c'est le premier tome. Et là cette fois-ci, je crois que c'est sur la chaîne de Pikiti que je l'avais vu, et ça parle de petites fées, mais pas de manière très mignonne et magique, quelque chose d'un peu plus sombre avec un thème un peu plus adulte, mais un graphisme qui est particulièrement beau. Et j'aime beaucoup, une fois de plus, le design, la colorimétrie qui change en fonction des pages qui sont plus ou moins vertes ou plus ou moins axées orangées, puis après un thème un peu plus sombre, donc on est au niveau du thème un peu plus de la nuit, des côtés bleutés et noirs. C'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé et je suis curieuse maintenant de pouvoir voir ce que ça va donner avec le tome 2. Ensuite, on passe à Amelia Woods. Alors ici, c'est le tome 2. J'avais lu le tome 1 d'Amelia Woods que j'avais trouvé très sympa au niveau du graphisme, mais avec un tome beaucoup trop introductif. Et le tome 2 me laisse toujours aussi dubitative et interrogative, mais ça reste assez introductif là aussi, avec des questionnements toujours. Il avançait un petit peu de l'histoire sur cette jeune femme qui ne sait pas tout à fait ce qui se passe dans sa famille, qui aurait des pouvoirs magiques. Et finalement, une fois de plus, il y a des révélations qui arrivent au niveau de la fin, et ça s'arrête, il faut attendre le tome 3 qui n'est pas sorti. Donc je vous avouerai que je ne sais toujours pas si j'aime bien ou si je reste frustrée à la fin de chaque tome. À voir peut-être avec la sortie du tome 3. On continue avec un comics que j'avais tellement hâte de pouvoir découvrir parce qu'il fait partie du prix Livre Addict, The Nice House on the Lake. Oh, c'est le tome 1 et c'est trop bien. C'est un design très particulier qui, je pense, ne va pas plaire à tout le monde parce qu'il y a des moments ça peut sembler un peu brouillon, un peu violent, il est vrai. Je trouve ça passionnant et j'aime énormément l'originalité de la mise en page qui, vous allez le voir, c'est particulier, mais ça rend très dynamique ce côté justement lecture atypique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce sont donc des amis qui se retrouvent dans une maison et finalement ça va pas se passer comme prévu, il va y avoir des meurtres. Et qui va rester le dernier, on ne sait pas trop à la fin de ce tome parce qu'il est vraiment chouette, très dynamique, assez sombre également, mais plein de mystères, et je suis curieuse de voir ce que ça va donner avec le tome 2. On change encore de style et de support graphique avec cette fois-ci une BD et le fameux tome 4 de la Horde du Contrevent que j'attendais mais avec tellement d'impatience, tellement j'ai adoré les 3 premiers tomes de la BD. Je n'ai toujours pas pu lire le roman et plus je lis les BD, plus j'ai envie de découvrir ce qui a l'air d'être un chef-d'œuvre de la science-fiction parce qu'en tout cas en BD, ça en jette. C'est génial, cette horde qui doit s'enchaîner parce qu'elle doit affronter des vents colossaux qui les empêchent d'avancer. J'adore les personnages, j'aime le style. C'est particulier point de vue qu'il y a beaucoup de textes à lire parce qu'il y a beaucoup de choses à emmagasiner. Il y a certaines planches que j'adore. Celle-ci par exemple, elle est absolument magnifique. Elle a quelque chose de magistral je trouve. Je suis fan une fois de plus de ce tome et je suis terriblement une fois de plus frustrée qu'il n'y ait pas encore la suite. Je vais devoir attendre encore je ne sais combien de temps pour l'avoir, mais j'adore. Et la dernière petite BD que je vous réservais donc pour ce bilan graphique, il s'agit de Les Sœurs Grémillé, le tome 3. Et c'est une série que je trouve tellement belle, tellement mignonne, et où je suis archi fan des graphismes. On est sur un côté beaucoup plus jeunesse que ce que je vous ai présenté précédemment, mais j'adore. On suit ces 3 sœurs, et dans chaque tome, pour le moment, on suit l'histoire d'une des sœurs. Et là, on suit l'histoire de la plus jeune. Je suis ravie d'avoir pu découvrir le 3. J'ai très envie de continuer avec le tome 4, puis de découvrir le 5 et d'enchaîner avec le 6. Ce serait merveilleux. Ma médiathèque regorge de pépites et celle-ci en fait vraiment partie.
Et cette fois-ci, c'était la fin pour de bon. Je vous ai présenté, ça y est, tous les graphiques que j'avais récupérés à ma médiathèque et que j'ai pu découvrir et que j'espère avoir pu vous faire découvrir également. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces graphiques, si vous les avez appréciés ou non. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite un très joyeux Noël, de belles fêtes à vous et je vous dis à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!